Bonjour et bienvenue à la troisième session de ce cours Outils de la combinatoire. Aujourd'hui, l'outil dont je vais parler est l'utilisation de l'analyse de Fourier discrète. Et mon idée est de vous parler d'un théorème, le théorème de Roth, parce que c'est un très bon exemple de l'utilisation de cette technique. Et si on a suivi la preuve que je vais vous présenter, je pense qu'on comprend très bien comment utiliser l'analyse de Fourier discrète. Bien. Avant de commencer, je vais vous parler un tout petit peu de ce qui c'est le théorème de Roth. J'en ai parlé un peu dans ma leçon inaugurale. Excusez-moi. Le théorème de Roth. C'est pour chaque delta positif, il existe un entier n tel que pour chaque sous-ensemble A des entiers entre 1 et n. Et comme avant, je vais écrire cet ensemble comme ça, de temps en temps. Il existe A et D non zéro, tel que l'ensemble A plus D, A plus 2D est un sous-ensemble de A. C'est-à-dire, si on a un sous-ensemble des entiers entre 1 et n qui est dense, qui a densité A, j'ai oublié une condition très importante, telle que la densité de A est au moins delta, c'est-à-dire la taille de A est au moins delta fois n. Donc, si on a un sous-ensemble dense des entiers entre 1 et n, ce sous-ensemble doit contenir une progression arithmétique de taille 3. Je vais dire, pendant ce cours, je vais dire progression arithmétique pour progression arithmétique de taille 3. Et on peut prouver un peu plus, on peut donner des bornes. On va montrer que si A est un sous-ensemble de, je vais utiliser la notation, est un sous-ensemble des entiers entre 1 et n, et la taille de A est supérieur ou égal à C, c'est un constant absolu, fois n divisé par le logarithme du logarithme de n, ça suffit. Donc, en autre sens, ça veut dire que si on a un delta, il suffit que n est plus grand que E puissance C sur delta. Donc, c'est ça qu'on va prouver aujourd'hui. Mais je veux signaler que c'est pas... Il y a des bornes mieux que ça, qui sont meilleures, qui sont connues maintenant. La borne... il y a une borne qui a été obtenue assez récemment par Thomas Bloom et Olof Sisask. C'est un résultat très important et très récent, qu'il suffit si la taille de A est supérieure ou égale à n divisé par
peut-être que je vais mettre un constant là. Le logarithme de n puissance 1 plus epsilon, où epsilon est un constant absolu supérieur à 0. Et on peut en déduire que il y a un nombre infini. Non, je vais dire quelque chose un peu différent, mais c'est encore plus fort. Non, je vais dire ce que j'allais dire. Il y a un nombre infini de progression arithmétique A plus D, A plus 2D, tel que A plus D et A plus 2D sont des nombres premiers. Et la raison est que la densité des nombres premiers est, ou le nombre de nombres premiers jusqu'à n est à peu près n divisé par le logarithme de n, et cette borne-là est plus petite que n divisé par le logarithme de n. C'est un cas, maintenant on sait qu'on a, grâce à le théorème de Green et Tau, on sait qu'on peut trouver les progressions de longueur k pour chaque k. Et le cas où k égale 3 a été connu depuis à peu près 100 ans. Mais cette preuve maintenant de Bloom et Sisask n'utilise que la densité des nombres premiers et pas la structure des nombres premiers. Alors c'est très intéressant. Mais on va pas, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et peut-être je devrais dire ou répéter, si vous avez vu ma leçon inaugurale, que le théorème de Roth est un cas spécial du théorème de Semeredi, où on cherche des progressions de taille k pour chaque k. Donc ici, c'est le cas où k égale 3. Donc, pour prouver ce théorème, on va utiliser l'analyse de Fourier discrète. Donc, je vais commencer avec une petite introduction à l'analyse de Fourier discrète. Et je vais commencer par une définition. Je vais écrire aux notations, je vais écrire Zn pour l'anneau Z divisé par n Z. Les nombres entiers modulo n. Et je vais écrire oméga pour E puissance 2 pi I divisé par n. Une racine de 1. Et maintenant, si j'ai une application f de Zn au nombre complexe, je veux définir la transformée de Fourier de f. Et je vais l'écrire, je vais le noter f chapeau.
par f chapeau de R égale l'espérance. Je vais parler un tout petit peu de ce que je veux dire par l'espérance dans un moment. Sur x de f de x multiplié par oméga moins puissance moins r x. Je ne comprends pas pourquoi j'ai des lignes ici, mais je vais... ça va. Donc, l'espérance. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si j'écris l'espérance sur x et je sais que x est un élément d'un ensemble fini x, ça veut dire 1 sur x, la somme sur x. Donc c'est l'espérance si je choisis x uniformément au hasard de l'ensemble x. C'est juste pour une notation pour la moyenne qui est très utile. Je vais parler, juste avant de vous donner quelques propriétés de la transformée de Fourier discrète, je vais parler un tout petit peu du groupe abélien Zn. Parce que ici, j'ai un groupe, mais ce n'est pas qu'un groupe, c'est un groupe avec une mesure. Et la mesure est la mesure de probabilité uniforme. Mais pour ce Zn-là, le groupe est le même, c'est Zn, mais la mesure n'est pas la mesure de probabilité, c'est la mesure de comptage, c'est-à-dire où chaque ensemble d'un élément a mesure 1. Donc, il faut garder ça en tête quand je vous donne des propriétés. Et on peut même mettre un chapeau sur ce couple-là, juste pour dire que, je vais l'écrire ici, Zn, mesure de probabilité, et Zn, mesure de comptage. Donc, quand je parle des éléments, des sous-ensembles, des fonctions sur Zn, je vais prendre l'espérance. Bon, d'habitude, je vais prendre l'espérance. Et quand je parle du groupe dual, je vais parler des sommes. Et je vais... on va voir ça tout de suite parce que quand je parle des propriétés, on va avoir un mélange d'espérance et de somme. Donc, première propriété, c'est l'identité de Parseval ou Plancherel. Je n'ai jamais compris exactement qui a joué quel rôle entre Parseval et Plancherel. Et l'identité est que, d'abord il faut une définition. J'écris, ceci n'est pas l'identité de Parseval, c'est juste une définition. Je vais écrire F, le produit scalaire de F et J, et G, je veux dire, égale l'espérance
comme mais si j'ai deux éléments, deux applications sur le groupe dual, F chapeau et G chapeau, le produit scalaire est différent, c'est la somme. C'est un exemple de ce que je viens de parler. Ce dont je viens de parler. Et maintenant, on va voir que... Ah, je n'ai pas donné... Ah oui, on va voir que... peut-être juste pour souligner que c'est ces deux définitions. Je vais mettre les points là. Et maintenant, on va montrer que le produit scalaire des transformés de Fourier égale le produit scalaire des fonctions. Et la preuve n'est pas trop difficile. Il faut juste utiliser les définitions. On prend par définition le produit scalaire de F chapeau et G chapeau et la somme, parce qu'on est dans le groupe dual, la somme sur R, F chapeau R, G chapeau R, conjugué. Et maintenant, je vais utiliser la définition de la transformée de Fourier. Et on arrive à l'espérance sur x, f de x, oméga de moins rx. Je vais le mettre en parenthèse. Et l'espérance sur y, gy, oméga puissance moins r, y, et conjugué. Et je vais simplifier un tout petit peu et prendre les espérances et les mettre au début. Donc, je vais l'espérance sur x et y. J'ai un f de x, g, y. Et maintenant la somme sur r de oméga puissance moins r. Et ici j'ai un x et j'ai un moins y parce que j'ai les conjugués sont là. Et cette somme-là égale quoi? Si x égale y, j'ai 0 ici, donc j'ai 0 ici, et oméga puissance 0 égale 1, donc j'ai la somme sur R de 1 et j'ai n. Donc juste la somme oméga moins rx moins y égale n si x égale y. Et si x et y sont distincts, la somme est 0. On prend la somme sur quelques racines d'unités qui sont bien distribuées sur le cercle et on arrive à 0. On peut le vérifier très facilement. C'est la somme d'une progression géométrique. Et je vais l'écrire, je vais utiliser la notation delta majuscule x, y. Et la propriété que delta majuscule x, y a, qui est utile, est que on a toujours l'espérance sur y de h, y, delta x, y égale h,
de x. Parce que la probabilité que y égale x est 1 sur n. Et donc, si y égale x, on arrive à h de x fois n divisé par n, parce que la probabilité, et sinon on a 0. Donc, si je l'utilise ces faits-là, on arrive à l'espérance de x, y, f de x, g de y, delta x, y. Et si je prends l'espérance sur y, j'arrive à l'espérance sur x, f, x, g, x. C'est utiliser cette identité-là, égale, par définition, le produit scalaire de f et de g. Donc, c'est une propriété très utile. Et j'écris f, le norme euclidien de f, c'est la norme euclidienne. On peut le définir par en général, on écrit fp, on définit le norme fp par fp puissance p égale l'espérance sur x de f x p. Mais comme on peut imaginer, si on a une application définie par sur Zn chapeau, on utilise les sommes. Donc, et plus généralement, voilà, ça, c'est des définitions utiles. Donc, on peut utiliser l'identité de Parseval pour obtenir aussi la conclusion utile, qui est que le norme d'une application égale le norme de la transformée de Fourier de cette même application. Deuxième propriété, l'identité de convolution. J'espère que c'est le mot juste, convolution. Je vais définir, si j'ai deux applications sur Zn, je définis leur convolution f étoile g par f étoile g de x égale l'espérance sur les paires y, z telles que y plus z égale x de f de y fois g de z. Et il y a une propriété assez connue, surtout dans l'analyse de Fourier normale, pas discrète, mais on a la même chose ici, c'est que la transformée de Fourier de la convolution est le produit des transformées de Fourier
des deux applications. Et la preuve, encore une fois, on utilise les définitions d'une manière assez simple. Par définition, c'est l'espérance sur x de f étoile g de x oméga puissance moins r x. Et par définition, c'est l'espérance sur x, l'espérance y plus z égale x, f y, g z oméga puissance moins rx, et je vais écrire, puisque y plus z égale x, je vais écrire y plus z. Je vais remplacer le x par y plus z, ça ne fait rien. Et ici, l'espérance sur x et sur les paires y plus z égale x, ça, c'est l'espérance sur y et z. Parce qu'il n'y a maintenant, il n'y a pas un x dans cette expression-là. Donc, j'arrive à chaque paire a une somme, donc cette espérance, je peux remplacer par l'espérance sur y et z. Et je vais prendre le oméga puissance moins ry et le mettre ici. Et la partie avec le z, je vais mettre ici. Et je peux... Bien, ça, je vais juste dire tout de suite que c'est exactement ce qu'il faut. Parce que l'espérance sur y, on a cette partie-là, l'espérance sur z, j'ai cette partie-là. Et l'espérance sur y de cela égale f chapeau de r par définition. Et l'espérance sur z de cette partie-là égale g chapeau r par définition. Et c'est la preuve de l'identité de convolution. Et la prochaine identité, c'est la formule d'inversion c'est que si on sait la transformer, si on est donné la transformée de Fourier d'une application f, on peut obtenir le f. Et la formule est que f de x égale la somme sur r de f chapeau r oméga puissance r de x. Donc c'est un peu comme la formule ou la définition de la transformée de Fourier. Les deux différences sont qu'on utilise la somme parce que on a une application définie sur Zn chapeau. Et on n'a pas le moins Rx. Pour Rx, on a juste oméga puissance Rx. Il est toujours plus facile de commencer avec le côté un peu plus compliqué. Donc, je vais commencer avec la somme sur R de F chapeau R oméga puissance Rx. Par définition, c'est la somme fois l'espérance sur, il faut utiliser une lettre qui n'est pas x, je vais utiliser y, f, y, oméga moins r, y, oméga r, x. Et comme toujours, je vais échanger la somme et l'espérance. Et je vais mettre le f de y là. Et maintenant, j'ai
la somme sur R de oméga puissance R x moins y. Et comme on a vu déjà, c'est cette somme-là égale delta x, y égale f de x, ce qui est ce qu'on cherchait. Et il y a quelques d'autres petites propriétés. Les trois propriétés que je viens de vous présenter sont les propriétés les plus importantes, mais il y a trois autres propriétés, ou deux ou trois. Si A est un sous-ensemble de Zn, je vais écrire AX, je vais noter pour 1 si X est un élément de A, 0 si X n'est pas un élément de A. Donc je vais utiliser le lettre A pour noter la fonction caractéristique de l'ensemble A. Et on voit que A chapeau 0 égale par définition l'espérance sur X de AX multiplié par oméga puissance 0, ce qui est 1. Et donc c'est juste la densité de A. C'est la probabilité que X soit un élément de A. Et on a aussi que la norme carrée de A chapeau égale par l'identité de Parseval, la norme de A égale l'espérance de AX carré égale l'espérance de AX tel que, parce que A prend des valeurs 0 et 1 égale, encore une fois, la densité de A. Les deux faits-là sont assez utiles, mais pas difficiles. Et troisièmement, il y a je pense qu'on peut dire l'identité, peut-être que je vais dire la règle de dilatation. Je ne sais pas si c'est... Mais si A n'a pas un facteur en commun avec N, donc on peut prendre l'inverse de A et on définit G de X égale F de A inverse multiplié par X. Pour chaque X, on a que G chapeau R égale F chapeau A fois R. Et la preuve est très simple. C'est que G chapeau R, par définition, égale l'espérance sur X, Gx, qui est F A inverse X, oméga puissance moins Rx. Et maintenant, je vais substituer Y égale A moins 1 fois X. Et
on arrive à l'espérance sur y de f, y, oméga moins r, AY, x égale AY, y égale A moins 1 fois x. Et ça, par définition, égale f chapeau de AR. Donc, je pense que j'ai fini avec les propriétés de base de la transformée de Fourier discrète et je peux commencer maintenant avec la preuve du théorème de Roth. Et l'idée avec laquelle on commence est que on va pas chercher, on va pas essayer de trouver une progression arithmétique, on va essayer de compter les progressions arithmétiques. Donc, j'ai un sous-ensemble A de Zn. Je vais considérer l'expression, l'espérance sur des triples x, y, z tels que x. Alors, peut-être c'est mieux A et D de A de A de A plus D A de A plus 2D. Et si cette expression-là est assez grande, si ce nombre-là est assez grand, je peux en déduire qu'il y a beaucoup de triples A, beaucoup de progressions qui sont contenues dans A, qui sont des sous-ensembles de A. Mais il y a un petit problème qui est que Zn, c'est le groupe des entiers modulo n, et je ne veux pas compter les progressions comme par exemple n-4 autres, n-1, 2. Ici, j'ai ajouté 3, j'ai ajouté encore une fois 3 modulo n, mais si j'ai ce que je veux dire, si je commence avec un sous-ensemble de n et je dis que n est égal, c'est-à-dire si j'identifie les éléments de n avec les éléments de Zn d'une manière pas tout à fait naturelle, je trouve qu'il y a des progressions ici qui ne sont pas les progressions ici. Voici un exemple. C'est A égale n-4 et D égale 3. C'est une progression que dans cet ensemble-là, on voit comme 1, 2 et 3, qui n'est pas une progression arithmétique. Mais ce n'est pas une catastrophe parce que il y a une astuce pour que ce problème ne soit pas un problème très problématique. Et l'astuce est de considérer 3 ensembles, A, B et C. Et je vais examiner l'expression l'espérance sur A et D de A à B de A plus D de C de A plus 2D. Et l'idée, et la raison que l'analyse de Fourier est utile, est que cette expression-là, on peut réécrire en utilisant l'analyse de Fourier. Ce n'est pas trop difficile. On commence par observer que c'est égal à l'espérance
sur du triple x, y, z tel que x plus z égale 2 fois y, c'est-à-dire y est la moyenne de x et z, de a de x, b de y, c de z. L'addition ici est dans le groupe Zn. Ici aussi. Et je vais substituer U égale 2y pour réécrire cette espérance-là. X plus z égale U A de x, et je vais mettre C de z ici, et B de y égale U sur 2. Et maintenant une petite notation. B2 de U égale B de U sur 2. Juste pour... Et ici, cela égale A, la convolution de A et C, le produit scalaire avec B2. Et si ce n'est pas tout à fait évident, il suffit d'utiliser les définitions. Donc, je vais le faire, juste pour montrer que c'est vraiment la réalité. Ici, par définition, on a l'espérance sur U de A étoile C de U et 2 de U. Mais B2 est une application réelle, donc il n'est pas nécessaire de mettre de conjuguer. Et maintenant, si j'utilise la définition de la convolution, j'arrive tout de suite à l'espérance sur x et y. Et le B, si j'utilise la définition de B2, j'arrive à B de U divisé par 2. Donc, c'était juste pour en parler un tout petit peu plus. Mais on a cette expression ici. Et maintenant, on est très content parce que on a un produit scalaire et on a une convolution et on peut utiliser les propriétés de la transformée de Fourier. Donc, en utilisant les règles, l'identité de Parseval et l'identité de la convolution, on arrive à cette expression-là. Parce que par l'identité de Parseval, il y avait une expression, je peux le faire dans 2 pas, parce que c'est mais cette expression-là égale cette expression-là. Donc, j'ai utilisé 2 règles en même temps. Et par définition, cette expression ici égale la somme sur R de A chapeau de R, C chapeau de R fois
B2 chapeau de R conjugué égale la somme A chapeau de R. Et on sait que B2 chapeau de R égale B chapeau de 2R. C'est chapeau de R. Quelque chose que je n'ai pas dit avant, c'est encore une propriété utile, qui est que si f est une fonction qui prend des valeurs réelles, f chapeau de R, de moins R, égale f chapeau de R conjugué. Mais donc ici, ce terme-là égale b chapeau de moins 2R, mais ce n'est pas nécessaire de l'utiliser. Je vais faire quelque chose un peu étrange maintenant. Je vais diviser cette somme en deux parties. Il y a la partie où R égale 0. Et quand R égale 0, j'arrive à... Peut-être que je vais... Et le reste. Et maintenant, je vais faire une assumption. Je vais que n est impair. Ce n'est pas très important, mais il faut, pour ce qui suit, il faut utiliser que n est impair. C'est parce que je veux que 2 a une inverse modulo n. Et un petit peu de notation parce que ça va être convenable. Je vais écrire alpha pour la densité de A, bêta pour la densité de B et gamma pour la densité de C. Et avec tout ça, je peux réécrire la somme que j'ai ici par... Et vous vous rappelez que... je vous rappelle que le coefficient de Fourier de A à 0 égale la densité de A. Donc ici on a alpha, bêta, gamma, plus la somme R à 0 plus le reste. Donc ici on a un terme qui est qu'est-ce qu'on est en train d'estimer cette expression-là. Donc on cherche des progressions arithmétiques de taille 3. Donc si cette terme-là est notre ami parce que c'est plus grand que 0. Mais il y a une possibilité que l'autre terme est grand et négatif. Et si c'est le cas, on a un problème. Donc maintenant, on veut une borne supérieure pour cette partie-là. Donc on va considérer
la valeur absolue de cette somme. Et c'est au plus le maximum de A chapeau de R multiplié par la somme sur R la valeur absolue de B chapeau de R et C chapeau de R. Et maintenant, je vais utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour obtenir une borne supérieure pour cette somme-là. Donc, c'est au plus le maximum R non zéro de la somme sur R de B chapeau R carré, racine carrée, la somme sur R de C chapeau R carré, racine carrée. Il fallait un 2 ici, mais en réalité, ce 2 ne change rien parce que... Donc j'ai ajouté le R égale 0 ici parce que tout est positif, ça je peux parce que j'ai une inégalité là. Donc remplacer R par 2R ne change rien parce que N est impair. Donc si je prends la somme sur R, c'est la même chose que prendre la somme sur 2R. Donc ici j'ai le maximum multiplié par norme de B chapeau, norme de C chapeau. Et comme on a vu, cette norme égale la racine carrée de B, et ici la racine carrée de bêta et la racine carrée de gamma, égale donc, conclusion, si ce maximum est au plus la moitié de alpha bêta racine carrée gamma racine carrée. Donc ce produit-là est au plus la moitié de alpha bêta gamma. Voilà. Donc la valeur absolue ici est au plus la moitié de alpha bêta gamma. Ici on a alpha bêta gamma. On arrive à la conclusion que l'espérance de A et D de est au moins la moitié de alpha bêta gamma. Juste pour interpréter cette espérance, ça veut dire que si on choisit A et D au hasard, la probabilité que A est un élément de A, A plus D est un élément de B, et A plus 2D est un élément de C, est au moins la moitié de alpha, bêta, gamma. Il y a le cas D égale 0. On n'est pas très intéressé par les progressions arithmétiques de forme A. Donc,
Mais si on a c'est un problème, sauf c'est pas un problème si alpha n est grand, parce que la probabilité que d soit 0 est 1 sur n. Donc, si la moitié de alpha beta gamma est plus grand que 1 sur n, et on a cette inégalité-là, on sait qu'il y a des vraies progressions arithmétiques dans A multiplié par B multiplié par C. Alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant? On sait que si A n'a pas des coefficients de Fourier trop grands, il y aura des progressions arithmétiques. Mais il est possible qu'il y aura des progressions, des coefficients de Fourier qui sont grands. Mais juste avant de dire ça, maintenant il faut parler un tout petit peu de ce qu'on va faire avec B et C. On va choisir B et C. Donc on commence maintenant avec un ensemble A qui est un sous-ensemble de N. Et je vais choisir. Alors c'est quoi le but? Le but ultime est de trouver une progression arithmétique dans A. Mais ce qu'on va faire est le suivant. On va montrer que si A ne contient aucune progression arithmétique, alors il y a une progression arithmétique P qui est assez longue. On va voir dans un moment ce qu'on peut dire sur la longueur de P, telle que la densité de A dans P est plus grande que la densité de alpha. Alpha plus epsilon multiplié par P. Pour un epsilon on va voir ce qui c'est. Je peux vous dire, c'est alpha carré divisé par 40. Si on a quelque chose comme ça, on peut utiliser une itération. On peut dire, si A ne contient aucune progression arithmétique, on trouve une progression longue dans laquelle la densité de A est un peu plus grande que la densité de A dans les entiers entre 1 et n. Et maintenant, on recommence, on répète l'argument. Si l'intersection de A et P ne contient aucune progression arithmétique, on peut trouver dans P une progression, on peut dire que alpha 1 égale alpha plus epsilon, et on trouve une progression arithmétique Q dans P, où la densité est encore plus grande, et on continue et on continue, et finalement on arrive à une contradiction parce qu'on arrive à une densité de plus de 1 qui est impossible. Donc, on ne va pas chercher directement une progression arithmétique de taille 3. On va chercher une progression dans laquelle la densité de A est plus grande qu'avant. Et maintenant, si j'ai ce sous-ensemble-là, je vais définir B et C. Je vais prendre
l'ensemble A, l'intersection avec n sur 3 jusqu'à 2n sur 3. Donc je vais prendre le tiers au milieu de A. Il y a deux possibilités maintenant. Pour utiliser l'argument avec la transformée de Fourier, il faut que B et C sont assez denses. Sinon alpha, bêta, gamma ne sera pas grand et ça sera un problème. Donc, K1 bêta est moins grand que n sur 5. Et bêta égale gamma, juste parce que B égale C. Et dans ce cas-là, on aura que A égale n sur 3 est plus grand que 2n sur 5, ou A, l'intersection de A avec 2n sur 3, n est plus grand que 2n sur 5. Donc, la densité de A dans un intervalle de taille n sur 3 est supérieure ou égale à 2 sur 5 divisé par un tiers. Pardon, il faut un alpha là. Et ici, il fallait un alpha. Donc, je vais répéter. La densité de A est alpha. Si la densité de B et de C est moins que alpha sur 5, on n'a que cette intersection parce que ça veut dire que la taille de B c'est la même chose que dire que la taille de B est au plus alpha n sur 5. Mais la taille de B plus la taille de cette intersection-là plus la taille de cette intersection-là égale alpha fois n. Donc, au moins un de ces deux inégalités doit être vrai. Donc, la densité de A est supérieure ou égale à 6 fois alpha sur 5. Et maintenant, on est content. On a trouvé une progression, même un intervalle, dans laquelle la densité de A est plus grande que la densité de A dans l'ensemble entier de 1 jusqu'à n. Et on peut répéter. Mais sinon, ça c'était le cas 1. Cas 2, on a bêta égale gamma et au moins, je veux dire, supérieur ou égal à alpha sur 5. Et maintenant, on sait que
si l'espérance de alpha x, ou alpha a de a, b de a plus d, c de a plus 2d est moins grand que alpha, bêta, gamma, c'est-à-dire sur 2, il existe R pas égal à 0, tel que le coefficient de Fourier de A à R est plus grand que alpha, bêta, racine carrée, gamma, racine carrée, divisé par 2, égale alpha carré divisé par 10, parce que bêta racine carrée fois gamma racine carrée égale bêta égale alpha sur 5. J'arrive à alpha carré sur 10. Et pour cela, j'ai utilisé cette inégalité-là. Donc, j'ai utilisé le contrapositif de cette implication ici. Donc, si on n'a pas cette inégalité-là, on n'a pas cette inégalité-là, c'est-à-dire il y a un R tel que le coefficient R est plus grand que alpha fois racine carrée de B, bêta fois racine carrée de gamma divisé par 2 égale alpha carré sur 10. Et maintenant, on a un petit peu d'informations sur l'ensemble A. Et on veut l'utiliser pour on veut trouver une progression arithmétique P telle que A est un peu plus grand que alpha, alpha plus quelque chose. Et pour faire ça, on va utiliser un lemme. Il faut trouver un lemme. Soit θ, un nombre réel, et soit n, un entier positif, et epsilon, un nombre positif. On peut trouver une partition de n en progression arithmétique P1 jusqu'à Pm tel que 1 pour chaque i
la taille de PI est plus grand que un constant qui dépend sur epsilon fois la racine carrée de n. Et deuxième propriété, pour chaque i, pour chaque x, y élément de PI, on n'a que e puissance i θ x moins e puissance i θ y est moins que inférieur ou égal à epsilon. Donc, c'est-à-dire on peut trouver des progressions assez longues telles que la fonction e puissance i θ x est à peu près constante dans chaque progression. J'ai oublié le nom en français pour le... C'est le principe des quelque chose. Mais j'ai oublié. En anglais, c'est Pigeonhole Principle. On va l'utiliser, mais si on a n pigeons et moins que n boîtes pour les pigeons, il faut mettre 2 pigeons dans la même boîte. Donc, entre les... je vais choisir un entier R. Donc, parmi les nombres 1, e puissance i θ, e puissance 2 i θ, jusqu'à e puissance r i θ, il existe x moins que y tel que e puissance i, je vais l'écrire comme ça, x i θ moins e puissance y i θ est au plus 2pi divisé par r. C'est parce que les nombres e puissance x i θ sont des éléments du cercle d'unité. La longueur de ce cercle est 2pi. Donc, on arrive à cette inégalité. Si on écrit d pour la différence y moins x, on peut diviser par e puissance x i θ et on arrive à la conclusion que 1 moins e puissance d i θ est toujours inférieur ou égal à 2pi divisé par r. Et par l'inégalité triangulaire, pour chaque j
1 moins E puissance J d I θ est au plus 2 pi sur R fois J. Et parce que ici, c'est juste pour vous montrer pourquoi c'est le cas, on a que 1 moins E puissance J d I θ égale 1 moins E puissance d I θ plus E puissance d I θ moins E puissance 2d I θ plus E puissance J moins 1 d I θ moins E puissance J d I θ. Et chaque paire là est au plus à une valeur absolue inférieure ou égale à 2 pi divisé par R. Et donc, la valeur absolue de ce côté-là est au plus 2 pi sur R multiplié par J. Et donc, si P est une progression arithmétique de taille S et de raison D, on a que pour chaque x, y, donc P, E puissance x d I θ moins E puissance y d I θ est au plus 2 pi s sur R. Et si S est au plus epsilon R sur 2 pi, on a que cette borne-là est au plus epsilon. Donc, il suffit maintenant de trouver une partition de de n en progression arithmétique de taille au plus 2 pi epsilon R sur 2 pi et de raison D. Et on sait que D est au plus R. On peut commencer par partitionner en classe d'équivalence modulo D. Et chaque classe a taille à peu près n sur au moins n sur R, parce que D est inférieur ou égal à R. Il y a peut-être une partie, peut-être je devrais écrire comme ça, mais je vais ignorer ça, je vais juste dire n sur R.
Et si n sur r est plus grand que epsilon r sur 2pi, on peut partitionner chaque classe en progression arithmétique de taille ou de raison D toujours. Je vais l'écrire parce que c'est important. De raison D et de taille entre epsilon r sur 4pi et epsilon r sur 2pi. Donc, il faut maximiser maintenant la valeur de r. On choisit r égale 2pi n divisé par epsilon racine carrée et epsilon r divisé par 4pi est maintenant égale epsilon n sur pi plus grand que cela. Donc maintenant on a trouvé les progressions de taille plus grand que cette borne-là, telle que la différence entre E puissance E puissance x i θ et E puissance y i θ pour x et y dans la même progression dans la partition est toujours au plus epsilon. C'est ce qu'on cherchait ici. On a fini la preuve. Donc on peut prendre C égale un sur 4 multiplié par la racine carrée de epsilon sur pi. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien, il faut nous rappeler ce qu'on avait avant. On avait maintenant que si A ne contient pas une progression, il existe R tel que le coefficient à chapeau de R est au moins alpha carré divisé par 10. Maintenant, pour les raisons techniques, je vais définir f par f de x égale 1 moins alpha si x est un élément de A et moins alpha si x n'est pas un élément de alpha. Donc f de x égale a de x moins alpha. Quelque chose que je n'ai pas dit, mais c'est facile à vérifier,
et que si on a une fonction constante, si on a une fonction g, si gx égale lambda pour chaque x, donc g chapeau de r égale lambda si r égale 0 et 0 si r n'est pas 0. Et donc, f chapeau de r égale 0 si r égale 0 et a chapeau de r si r n'est pas 0. Donc, la raison pour choisir f est que l'espérance de f est 0, mais tous les coefficients de Fourier de f, à part le coefficient quand r est 0, sont les mêmes que celui de ceux de A. Donc, il existe R tel que f chapeau de R est plus grand que alpha carré divisé par 10. Et on verra après la raison pour utiliser cette fonction f. Donc, par définition, ça nous dit que l'espérance sur x de f de x oméga moins rx est supérieur ou égal à alpha carré divisé par 10 égale par définition la somme divisée par n et maintenant j'ai des progressions P1 jusqu'à Pm et dans chaque progression je vais j'ai la borne pour chaque i et pour chaque u. Et je vais utiliser le lemme pour obtenir des progressions comme ça, telles que oméga moins ru moins oméga moins rv est au plus alpha carré divisé par 20. Et j'aurai aussi que chaque pi est au moins c multiplié par la racine carrée de n, où c, qu'est-ce que j'avais avant? J'avais 4 racines carrées de epsilon sur pi, c'est alpha carré sur 20 pi, alpha divisé par, c'est pas très important ici, mais plus grand que alpha divisé par, qu'est-ce qu'on dit, 100. Mais j'ai des progressions de taille supérieure ou égale à la racine carrée de n multipliée par un constant qui est à peu près alpha. Bien, je vais diviser cette somme en parties en utilisant ces progressions-là. Donc c'est égal 1 sur n, c'est au plus 1 sur n, somme sur i, la somme
x, un élément de PI, f de x, oméga puissance moins Rx. Et maintenant, choisis pour chaque i, choisis un élément xi de PI. C'est n'importe quel élément, choisis un élément. Donc, c'est au plus 1 sur n, la somme sur i, la somme sur x, élément de PI, x, je veux dire, f de x, oméga moins Rxi. J'ai remplacé ce x par xi, et maintenant il faut ajouter quelque chose d'autre. F de x, oméga moins Rx moins oméga moins Rxi. Voilà. J'ai utilisé l'inégalité triangulaire pour... D'abord, j'ai écrit oméga puissance moins Rx comme oméga puissance moins Rxi plus oméga puissance moins Rx moins oméga puissance moins Rxi. Et j'ai divisé la somme en deux parties, comme ça. Et chaque terme ici est au plus alpha carré divisé par 20. F prend des valeurs entre moins 1 et 1. Donc, la valeur absolue de f est au plus 1. Donc, la somme de tout cela est au plus alpha carré sur 20 multiplié par n, et je divise par n. Et donc, je peux déduire de tout cela que je vais multiplier par n en même temps. Je vais donc déduire que la somme sur i de la somme de x, un élément de PI de f de x, et c'est un constant de valeur absolue 1, donc ça ne fait rien, ça ne change rien si je l'enlève, est plus grand que alpha carré divisé par 20 multiplié par n. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? D'abord, ce terme-là est au plus alpha carré divisé par 20. Donc, je peux dire que ce terme ici est au moins alpha carré divisé par 20. Je multiplie par n, et j'ignore ça parce que ça ne fait rien. J'arrive à la somme sur i de la somme de f dans PI, valeur absolue, est au plus alpha carré divisé par 20 multiplié par n. Mais il y a quelque chose d'autre qui est trivial, qui est que la somme sans la valeur absolue ici, c'est juste la somme de fx sur tout x qui est égal 0. Et je vais mettre les deux ensemble, les deux, pour obtenir la somme sur i de la somme de la valeur absolue de if x plus la somme de fx est plus grand que alpha carré sur 20 multiplié par n. Et égale alpha carré divisé par 20, la somme sur i de détail des PI.
Donc, par un argument, on utilise la moyenne. Il existe I tel que la somme fx valeur absolue plus la somme de f est au moins alpha carré divisé par 20 multiplié par la taille de PI. Si cette somme-là est négative, on a la valeur absolue qui est moins la somme et on a 0 ici. Donc l'inégalité est impossible. Donc pour cette I-là, on sait que cette somme doit être positive. Et on arrive à la conclusion qu'on cherche. Donc, puisque la somme est positive, ici on a 2 fois la somme. Donc la somme doit être au moins alpha carré divisé par 40. Et si on se souvient que cette somme de f égale a moins alpha, donc on a et on arrive à la conclusion que la somme, la taille de l'intersection de A avec PI égale la somme est plus grand que alpha plus alpha carré divisé par 40 multiplié par la taille de PI. Et maintenant, on a obtenu ce qu'on cherchait. On a obtenu une progression arithmétique PI telle que la densité de A dans PI, on peut réécrire cette inégalité ainsi. La densité est plus grande que alpha par un petit peu. Et d'ailleurs, on a que la taille de PI est plus grande que alpha sur 100 multiplié par la racine carrée de n. Et la preuve est à peu près finie maintenant, mais je vais juste vous montrer comment on obtient la borne de C divisé par le logarithme du logarithme de n pour la densité qui suffit pour trouver une progression arithmétique de taille 3. Donc l'idée est que si A ne contient pas une progression arithmétique, il y a une progression P de taille plus grand que la racine carrée de n à peu près, telle que la densité de alpha dans P est plus grand que alpha plus et l'idée est de répéter cet argument. Et on va
chercher une contradiction. Parce que l'intersection de A et P ne contient pas une progression arithmétique et on peut répéter, on peut remplacer P. Si P a taille M, on peut remplacer P par 1 jusqu'à M. On peut utiliser une transformée linéaire, une transformation assez simple, et on peut répéter l'argument. Il y avait aussi la possibilité que les ensembles B et C étaient très petits, mais dans ce cas-là, on a une progression P encore plus grande et une augmentation de la densité qui est plus forte que celle-là, donc c'est encore mieux. Donc c'est le cas le pire. Une chose de plus qui est que j'avais besoin de prendre un nombre entier qui était impair. Et si la taille de P n'est pas impaire, qu'est-ce qu'on fait? C'est facile, on prend la progression P de taille paire et on peut la partitionner en deux parties de taille à peu près la taille de P divisé par 2 qui ont la taille impaire. Et dans un des deux parties, la densité de A est toujours au moins alpha plus alpha carré sur 40. C'est un détail pas difficile, mais je pense que je vais l'ignorer ici. Je vous ai donné l'idée. Ce n'est pas un problème si la taille de P est paire. On peut le diviser en deux parties. Bien, si on répète, on arrive à... Peut-être que je devrais dire maintenant, il y a une progression P de taille impaire qui est plus grand que alpha divisé par 200 multiplié par la racine carrée de n. Bien, on répète. La question maintenant est combien de répétitions sont possibles? Si on répète 40 sur alpha fois la densité, on ajoute au moins alpha carré sur 40 chaque répétition. En fait, un peu plus parce que la densité après la première répétition n'est pas alpha, mais c'est supérieur ou égal à alpha plus alpha carré divisé par 40. Donc, l'augmentation est plus grande aussi. Mais la densité devient au moins 2 alpha. Parce que 40 divisé par alpha multiplié par alpha carré divisé par 40 égale alpha. Mais maintenant, on peut dire que si on répète 40 divisé par 2 alpha fois, la densité devient au moins 4 alpha, etc. Donc, le nombre de répétitions avant une contradiction. Il y a une contradiction si la densité devient plus que 1, parce que c'est impossible. Et au plus 40 divisé par alpha plus 40 divisé par 2 alpha plus 40 divisé par 4 alpha plus, est au plus 80 divisé par alpha. Et il y a aussi une condition qui est nécessaire. Donc, il faut vraiment nous rappeler
tout le début de la preuve, qui est qu'il faut que alpha, bêta, gamma divisé par 2 soit plus grand que n puissance moins 1. Donc, les bêta et gamma étaient alpha sur 5. Donc, on a une inégalité qu'il faut quelque chose comme... La répétition marche si la densité qu'on a à cette répétition, si alpha, bêta, gamma, c'est-à-dire alpha cube divisé par 50 est plus grand que n puissance moins 1. Donc le n va à chaque répétition, le n va être remplacé par quelque chose comme alpha racine carrée de n divisé par 200. Et il faut que chaque fois le nouveau n est plus grand que 50 divisé par alpha au cube. Donc, pour chaque itération, la taille du nouveau n doit être pas trop petit. Donc, après 80 sur alpha répétition, on a que n a été remplacé par n puissance 1 sur 1 tiers puissance 80 divisé par alpha, quelque chose de plus grand que cela, si on a toujours, pour chaque itération, on a n, disons que ni est la valeur de n dans l'itération i, puissance 1 tiers est plus grand que alpha ni racine carrée divisé par 200. C'est-à-dire que... Ah, désolé. Inférieur ou égal. Je remplace ni-1 par alpha ni racine carrée divisée par 200, mais c'est plus simple de le remplacer par la racine cube de ni. Et donc, si la racine cube est inférieure ou égale à cela, c'est bon. Et pour cela, j'ai besoin que ni est supérieur ou égal à 200 divisé par alpha puissance 6. Donc, si j'ai toujours cette inégalité-là, la preuve marche. Mais les détails ici ne sont pas trop importants. Ce qui compte est que cette expression-là n'est pas trop petite. Donc, petite, je veux dire.
mais l'inégalité dont j'ai besoin est quelque chose comme n est plus grand que 200 divisé par alpha puissance 6, mais on va voir que c'est vraiment pas très important ce qu'on met sur le côté droit. Parce que maintenant, je vais remplacer cette inégalité par une inégalité qui suffit. Donc, je vais prendre les logarithmes. C'est un tiers puissance 80 divisé par alpha multiplié par le logarithme de n doit être plus grand que 6 fois le logarithme de 200 divisé par alpha. Et je vais prendre les logarithmes encore une fois. J'arrive à plus logarithme de n est plus grand que logarithme de 6 plus logarithme du logarithme de 200 divisé par alpha. Donc j'ai pris le logarithme 2 fois de ce nombre-là et maintenant il n'est pas aussi grand que ça. Et beaucoup moins grand que 80 sur alpha. Et donc il suffit que... Ici on a moins le logarithme de 3. Donc il suffit que le logarithme du logarithme de n est plus grand que le logarithme de 6 plus le logarithme de 200 divisé par alpha plus 80 divisé par alpha, le logarithme de 3. Et il suffit que le logarithme de n est plus grand que, disons, 200 divisé par alpha. C'est une condition. Si on a ça, on a ça. Et donc, il suffit que alpha est plus grand que 200 divisé par le logarithme du logarithme de n. Bien, avant de finir, je veux souligner un ou deux aspects de cette preuve. Le premier aspect est que on a commencé par essayer de trouver une progression arithmétique. Mais c'est difficile, donc on a changé un peu le but. On va compter les progressions arithmétiques. Et quand on fait ça, on écrit une expression comme cela. Et un autre aspect, on a commencé avec un sous-ensemble de l'intervalle de 1 à n, mais on a décidé de prétendre, de nous dire que ce sont les nombres modulo n. Donc on a considéré un sous-ensemble du groupe Zn. Et on a fait ça parce que avec un groupe, on peut faire l'analyse de Fourier discrète. Et la raison que l'analyse de Fourier discrète marche ici est que cette expression-là peut, et on avait cette astuce avec les ensembles B et C, mais je vais ignorer ça pour l'instant.
cette expression-là peut être, on peut l'écrire comme ça. A, la convolution de A et A avec A2, avec une dilatation de A. Et tous les éléments de cette expression-là, le produit scalaire, la convolution, la dilatation, on peut les interpréter du côté Fourier. Et donc, c'était on a une expression comme ça, et on peut l'utiliser, et on arrive à la conclusion que s'il n'y a pas une progression, soit il y a beaucoup de progression arithmétique, soit il y a une R non zéro telle que le coefficient est assez grand. J'ai oublié. Oui, je pense que c'était alpha carré divisé par 10. Et ici, si on écrit la définition, c'est l'espérance de x ax oméga moins rx. Et ça nous dit qu'il y a un biais, un tout petit peu de structure dans l'ensemble A. Parce que si A était choisi d'une façon aléatoire, cette espérance-là serait très petite. Mais en réalité, on a cette borne inférieure. Cela nous dit qu'il y a un tout petit peu de structure dans l'ensemble A. Et on utilise ça pour obtenir qu'il y a une progression P telle que la densité de A dont P est plus grand que alpha plus alpha carré divisé par 40. Donc, l'argument a deux aspects. Il y a l'analyse de Fourier qui nous donne un coefficient de Fourier qui est assez grand, mais il y a aussi une partie combinatoire de l'argument où on obtient cette progression P où la densité de A, ou dans laquelle la densité de A est plus grande. Et ce mélange d'analyse et de combinatoire est typique de l'utilisation de l'analyse de Fourier dans les preuves combinatoires. Ce théorème est un des théorèmes fondamentaux de la combinatoire additive. C'est-à-dire la combinatoire des sous-ensembles des entiers et plus généralement des sous-ensembles des groupes. Mais maintenant, j'ai fini, mes 2 heures sont finies et je vais terminer. Merci pour votre attention.